Alors, il est marqué dans la paracha de Yitro, la paracha qu'on a lue, c'est marqué la chose suivante. Lorsqu'Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu pour lui proposer la Torah, c'est marqué que le troisième mois de l'année après qu'on soit sorti d'Égypte, que s'est passé Moshe ala Elohim. Donc Hachem est monté vers Hachem, Vaikra elav Hachem minahar. Et Hachem l'appelle depuis la montagne, et mort, Kotomar le Bet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Vetaged, les Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Bon, c'est quoi la différence entre Bet Yaakov, pardon, la maison de Yaakov, et Béni Israël? Yaakov et Israël, c'est le même personnage, c'est la même personne. C'est quoi la différence entre les deux personnages? Alors, ici, c'est marqué dans Rashi. Regardez ce que Rashi explique là. On n'est pas sous Guimel. Donc, pas sous Guimel, voilà. C'est marqué comme ça. Kotomar, ainsi tu diras. Donc, on est avant le don de la Torah, n'est-ce pas? Moshe Rabbeinu s'apprête à monter sur la montagne, Hachem s'adresse à lui, avant qu'il soit monté complètement pour recevoir l'étape de la loi. C'est marqué Kotomar, ainsi tu diras. Belachon Azé, dans ce langage, Kasseder Azé, dans cet ordre. Il faut regarder, écoutez le langage et suivez l'ordre de ce que je vous demande. Les Bet Yaakov, Elu An-Nashim, ce sont les femmes. Tomar Lahem Belachon Raka. Tu leur diras la Torah Belachon Raka, dans un langage souple, agréable. Ouais, rach. Vetaged, les Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Onshim Vedigdukim. Onshim, les châtiments, les punitions. Digdukim, ce sont les déductions qu'on tire de la Torah, des enseignements. Pirouche Zech Alascharim. Tu diras aux mâles, aux personnes, aux hommes, Dvarim Akashim, des choses dures. Kagidim, durs comme des guidim, ce sont des tendons. Ouais, les tendons, c'est sur les muscles il y a des tendons, et c'est la partie dure du tendon. Donc Vataged, guidim, c'est le même mot. Taged, c'est raconter. Guide, les guidim, ce sont les tendons. Tu lui raconteras les choses dures aux hommes et les choses souples aux femmes. On s'est d'abord adressé aux femmes et après aux hommes. Bon, le problème c'est que la Torah, elle concerne qui essentiellement? La Torah a été donnée pour qui essentiellement? La mitzvah Talmud Torah, c'est les hommes. Alors pourquoi s'adresser aux femmes? Tu diras aux femmes et après aux hommes. Mais Rachid dit tu diras aux hommes et aux femmes et aux hommes, ouais, dans cet ordre-là et dans ce langage. Attention, il faut d'abord parler aux femmes. Mais ton mère, tu vas raconter un langage rare, qui soit agréable, qui soit souple, qui soit... Mais aux hommes, tu diras des choses dures physiquement et dures intellectuellement. Dikdouké Torah, il faut regarder comment il faut se torturer la tête pour comprendre et déduire des choses de la Torah. Et les ronchim, c'est les châtiments. Mais dans cet ordre-là et dans ce langage. Pourquoi on s'est adressé aux femmes d'abord? Hein? Alors, il y a 4 explications dans le Midrash. Mais parmi cette explication, il y a celle de Chava, vous avez raison. Mais il y a 4 explications qui sont rapportées dans le Midrash Rabbah. Pourquoi d'abord on s'est adressé aux femmes? Elles sont plus Comment? souples. Voilà, alors il y a plusieurs explications. Première explication, c'est qu'une fille, elle est bat mitzvah à 12 ans, et un garçon à 13. Vous avez vu que la bat mitzvah à 12 ans, donc on a fait précéder, on va dire, l'engagement des mitzvot. Ouais, une femme est engagée avant un homme. Vous voyez, une jeune fille, elle a 12 ans, elle est déjà engagée dans les mitzvot. Donc on voit que la maturité des femmes est plus importante que les hommes. Ça, c'est le premier renseignement qu'on tire, on va essayer d'y réfléchir. Ensuite, c'est le fait que, comment vous dire, que la femme, on lui dit, écoute, c'est toi, pour l'encourager à enseigner la Torah à ses enfants, dit le Midrash, alors on s'adresse à elle au départ. Ensuite, il y a le fait de Chava, parce que c'est vrai qu'on s'est adressé à l'homme, Adam. Au début, on a dit à l'homme, écoute, voilà, on t'a proposé de manger tous les arbres de la terre, seulement cet arbre-là du Etzadat, du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça tu touches pas. Et si tu vas manger de ce fruit, tu mourras. On ne s'était pas adressé à la femme. Et qu'est-ce qu'elle a pensé la femme? C'est la femme qui faute. Pourquoi? C'est la femme qui faute et c'est la femme qui propose à son mari. Peut-être là-bas, il y a marqué par négligence. Ça veut dire quoi négligence? Elle dit, de toute façon, moi, ce que je fais, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas adressé à moi, on s'est adressé à mon mari. Donc, de toute façon, ce que je fais ou je fais pas, de toute façon, c'est pas grave. Elle dit, non, c'est grave. Donc, c'est pour ça que là, on s'adresse à elle au départ. Quand on va donner la Torah, on va s'adresser à la femme. Pour pas qu'elle soit négligente, parce qu'elle a été mise de côté.
Ça va? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voudrait dire là, par là? Pourquoi Hachem il s'adresse tout à coup à elle? Elle a pensé qu'elle était secondaire dans son couple, ouais, parce qu'on s'adresse à son mari. C'est à son mari qu'on dit fais attention, faut pas manger du etc. On s'adresse pas à elle, on s'adresse à son mari. Donc elle dit, ben moi je suis mise de côté, comme si je n'étais pas égal à mon mari, alors je me mets, bon bah si c'est pas égal, ça veut dire que si je suis au faute, de toute façon c'est pas si grave que ça. La négligence dans la faute, ou la négligence dans l'appartenance à l'identité de la femme. Alors il dit non, tu es comme ton mari, ça va? Donc on va s'adresser à toi pour te redonner, rééquilibrer en fait. Vous savez quoi, on s'adresse à la femme parce qu'on veut rééquilibrer cette notion-là. C'est pour ça qu'Hachem il s'adresse aux femmes et après aux hommes. Quatrième explication, c'est marqué que Bisrut Tzadkaniot, par le mérite des Tzadkaniot, des femmes Tzadeket, on est sorti d'Égypte. Comme ça, comme ça c'est marqué dans la Gemara dans Psachim, et c'est rapporté partout que c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Donc on s'adresse à elles, d'abord à elles, parce qu'elles ont le mérite d'avoir permis au clan Israël de sortir d'Égypte, alors on s'adresse d'abord aux femmes. D'accord? Donc il y a 4 explications. 1, la maturité. 2, l'encouragement. 3, l'équilibre. 4, le mérite. Voilà, c'est ces 4 notions qu'on va essayer de développer ensemble. Oui, c'est ces notions-là qui sont chez la femme et qu'il ne faut pas négliger. 1, la maturité. Pourquoi une femme est plus mature qu'un homme? Oui, on voit qu'une jeune fille à 12 ans déjà, elle est responsable. Ce qu'un garçon est incapable de faire. Pourquoi la maturité des femmes est plus importante que celle des hommes, à votre avis? C'est elle qui foyer. Hein? La maturité. C'est-à-dire plus clairvoyante, plus engagée, plus lucide, plus de bon sens. C'est quoi la maturité? C'est tout ça, ce que je vous dis, c'est ça la maturité. Mais pourquoi une femme a plus de maturité qu'un homme? Pourquoi la fille, elle a plus de maturité que son frère? Pourquoi? C'est dans le cerveau d'une femme. Hein? Elles sont appelées à être mères, donc... Et l'autre, il va être père. Pourquoi c'est la maturité des femmes? Elles ont été faites par la chair. Elles viennent de la chair. Elles viennent de la chair. Elles viennent de la côte de... En quoi la chair est un repère de maturité? C'est parce que la femme est plus intérieure, elle a une proximité. C'est autre chose ça, c'est autre chose ça. Plus intérieur. Parce que la maturité... Plus de responsabilité vis-à-vis de la maison, des enfants. Non, je parle pas du but, hein. Je parle de l'essence de la femme. Après les engagements, parce que vous êtes mature, alors vous êtes engagé, donc, etc. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Ça veut dire que le fait que vous soyez des femmes responsables, ouais, parce que la maison, comme vous dites, etc., ça justifie le fait qu'Hachem, il ait donné une maturité précoce à la femme. C'est ça que ça explique? Quoi, et les hommes ne sont pas responsables? Je pense que la femme, elle a des choses, on va dire, beaucoup plus... L'homme, bon, il doit travailler, assumer, etc. Mais je pense mais qui c'est qui transmet la... l'éducation, je pense que la femme, elle a plus... Qui c'est qui a une mitzvah d'éduquer ses enfants, l'homme ou la femme? Vous savez pas? Halakha, c'est l'homme. Ah oui. Le chinour, c'est l'homme. La Torah, c'est l'homme. Et l'homme, peut-être que pour les garçons, non? Comment? Dans tout, la Torah, c'est l'homme. D'après les Rishonim, c'est une Gemara dans Yoma d'Afain Bet, la Gemara là-bas, c'est la Gemara qui parle de ça, et que Tosfot il parle de ça, des Rishonim, mais on est d'accord que la halakha, c'est l'homme qui éduque ses enfants. La Torah, c'est le papa. Mais la construction de la personne. Parce qu'elles ont la vie. Donc qu'est-ce qu'elles amènent les femmes? C'est quoi la femme? C'est quoi la femme? Qu'est-ce qu'elle amène la femme? La sensibilité, est-ce que ça peut marcher? La sensibilité, c'est sûr. Mais non, on va dire, on a souvent parlé de ces sujets, que la création de la femme, oui, a été faite après l'homme. Et là, bizarrement, c'est la femme qui est plus mature que l'homme. La création de la femme, on a créé un homme seul au départ. Et on a créé la femme à partir de l'homme. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Mais l'homme a été créé de la terre. La femme a été créée d'un être construit. Ça veut dire qu'il avait déjà une neshama. Il était entier, l'homme. Ça va? Et de cet homme, on a créé la femme. Mais on a créé la femme à partir d'un être construit. On a créé la femme à partir d'un être. On a créé la femme à partir de l'extérieur de l'homme ou de l'intérieur de l'homme? De l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'intériorité de la personne? Ben oui, la neshama, quand vous réfléchissez, quand vous méditez, quand vous comprenez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un travail d'intériorité. Que si la pudeur d'une femme fait partie de l'essence de la femme, c'est quoi la pudeur de la femme? Hein? C'est quoi la pudeur? C'est son intériorité aussi. Oui, ça veut dire que, par exemple, c'est bizarre, mais c'est comme ça, que quand Adam et Chava étaient au Gan Eden, ils étaient nus. Vélo et Bochachou, ils n'avaient pas honte. Et lorsqu'ils ont mangé du Etzadat, Tovara, ils se sont couverts. Tu vois? Pourquoi c'est qu'à ce moment-là qu'ils se couvrent?
Pourquoi ils se sont couverts à ce moment-là? Et qui vous a dit que vous étiez comme ça dit Hachem, n'est-ce pas? Parce que tant qu'ils étaient nus, il y avait que leur Neshama, je pense, et puis après, quand on mêle le Tov, ils ont réalisé qu'ils avaient un corps. c'est ça. Et Mais le c'est corps quoi? appelait le- Mais qu'est-ce qui a permis de réaliser? La faute. Mais c'est quoi qui a permis dans la faute? Qu'est-ce qui a permis dans la faute de réaliser? Ben, c'est le Yetzirah qui était là. C'est quoi la différence entre c'est quoi le Tov et le Ra? C'est quoi le Tov? Le bien et le mal. Et pas quoi? Avant, pourquoi ils ne se rendaient pas compte? Parce qu'ils avaient que le Tov. Ils n'avaient? Que le Que le Tov. Tov. Non, il n'y avait pas de Tov. Ah, il n'y avait ni Tov ni Ra. Le Haïtzada Tov Ra, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc s'il n'y avait pas de Tov et de Ra, il n'y avait pas. Il n'avait pas la notion de la faute. Il n'y avait pas le bien et le mal. Ouais. Donc il y avait quoi? Il n'y avait rien. Ben non, il n'y Non, avait il n'y rien. avait rien. Il n'y avait que la Neshama qui était nickel. Il y avait quoi alors? Hein? Non, il n'y avait pas de Tov. Il n'y avait pas de Tov. Leurs yeux se sont ouverts. Très très bien. Ouais, Nechem, ouais. Mais c'est marqué Nechem, ouais. Les yeux sont ouverts. Les Pakru et Nechem, ils ont ouvert leurs yeux. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant alors? S'il n'y avait pas de bien et de mal, il y avait quoi? Mais ils étaient comme Hachem, quoi. Il y avait le vrai et le faux. Ah, Le vrai et le faux. Dans le vrai, c'est rationnel. Le faux, c'est rationnel. Il n'y a pas l'émotion du vrai. Il n'y avait pas l'émotion du mal. Le mal, c'est une émotion. Ça va? Par exemple, est-ce que tout ce qui fait du bien est bon? non, pas toujours. Est-ce que tout ce qui fait du mal est mauvais? Non. Vous avez compris la différence? De façon rationnelle et de façon émotionnelle. Le bien et le mal, c'est l'émotion que procure le bien, que procure le vrai ou le mal. Vous comprenez ça? Donc avant, ils savaient que c'était bien, ils savaient que c'était juste ou c'était faux, mais sans l'émotion du vrai et du mal, du bien et du mal. Vous avez compris? Il y a le vrai et le faux, il n'y a pas l'émotion qui va avec. Mais quand on voit, quand on est capable de ressentir, on a honte de ressentir, de savoir, alors on se cache. Ça va? Donc la snout, c'est quoi la snout? C'est quoi la pudeur? C'est caché. C'est je ne veux pas qu'on me voie de cette manière. Ça va? Vous avez compris? C'est ça la pudeur. C'est pas de se forcer à être pudique. C'est que je n'ai pas envie qu'on croie, on pense de moi que... Ouais, je n'ai pas envie de me savoir comme ça. Donc je sais, mais j'ai pas envie qu'on sache. Donc je me cache en attendant de me construire. Donc la pudeur, c'est l'expression de ce que je ne veux pas voir. Je ne veux pas savoir. Mais ça, c'est intérieur, ça, vous comprenez? Quand une femme, elle comprend son mari, pourquoi elle comprend? Elle est profonde. Parce qu'elle voit de l'intérieur ce que lui n'est pas capable. C'est ça, aider son mari, quelque part. Mais ça veut dire que la maturité, elle vient de cette cohérence, de ce bon sens qui vient du fait qu'elle est consciente plus fréquemment. Pourquoi elle est plus précoce? Parce qu'elle est née déjà de l'intérieur de son mari. Elle est déjà dans le résultat. Avant d'être dans... Vous réfléchissez à ce qui vous arrive et vous tirez la conclusion que, ah bah tiens, j'ai un épanchement pour ça, mais c'est ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous-même qui fait que vous réagissez comme ça, n'est-ce pas? Oui, non. Donc, mais ça, la femme, elle est déjà dedans, elle. Elle est déjà dans le cœur. Alors qu'il n'est pas dans le cœur. Quand je dis le cœur, ça veut dire que dans la compréhension intérieure, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, c'est des émotions qui sont réalisées parce qu'intellectuellement, vous êtes attiré par quelque chose, ou émotionnellement par quelque chose, mais c'est votre cœur. Qu'est-ce qui est plus fort, le cerveau ou le cœur? Ou le cœur? Non, c'est ça. Hein? Plus fort. Ouais. Le cœur est spontané. Qu'est-ce qui est plus fort, le cerveau ou le cœur? Hein? Pourquoi? D'où vous savez? Qu'est-ce qui est plus fort, ce que vous savez ou ce que vous ressentez? Ça travaille ensemble en général, non? Est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce que vous savez ou ce que vous ressentez? Parce que l'émotion est toujours plus forte que la raison. Quand on fait quand on fait une avéra ou quoi que ce soit, la passion, je sais, malheureusement, mais j'ai pas pu résister. Donc vous avez vu que la passion est plus forte que la raison. Le cœur est plus fort que le cerveau. Normalement, le cœur est plus fort que le cerveau. Donc ça veut dire qu'une femme, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la femme? Bah, que son cœur est plus fort que son cerveau, normalement. C'est ça qui est. Mais c'est le bon sens émotionnel qui devrait être plus fort que la raison. La maturité d'une femme, vous avez compris, c'est ça, maturité. Donc une femme, elle est concernée par les mitzvot. Une femme est plus studieuse. Vous avez vu même, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Parce que plus studieuses, plus, plus posées, normalement plus posées, plus studieuses, plus... Et ça fait partie de la nature féminine. Mais ça amène de la maturité. Donc elle a les qualités de sa maturité.
Vous comprenez? C'est ça, c'est pour ça qu'à la mitzvot, elle est engagée plutôt qu'un homme. En fait, en hébreu, comment on dit on dit mâle et femelle. Ouais, c'est marqué mâle et femelle dans la Torah, oui. On a créé un être humain, mâle et femelle. Comment on dit femelle au féminin? Comment on dit femelle en hébreu? Nekeva, très bien. Mais la racine de nekeva, c'est quoi la racine de ce mot? Nekev. Nekev, c'est quoi nekev? Un orifice. La femme, nekeva, elle porte un orifice. Ça veut dire qu'elle a quelque chose qui manque en elle. Quand on sait ce qui nous manque, on est mature. Je sais ce que je manque. Je sais, par exemple, une fille, elle est attirée par son père, parce qu'elle sait que c'est son père qui comble sa mère. Elle est nekeva. Elle comprend tout de suite que c'est ça qui lui manque et c'est ça qui est vers ça qu'elle est attirée. Donc elle est mature. Elle sait, elle a la solution à son manque. Ce qu'un homme n'a pas. Par exemple, même en psychanalyse, vous allez vous rendre compte que eux, ils expliquent que la maturité d'une fille, elle vient du fait que quand une fille, elle fait ses petits besoins quand elle a quelques mois, elle le comprend parce qu'elle est nekeva. Elle l'accepte parce qu'elle est un orifice. Elle sait qu'elle peut se vider. Un garçon, il ne peut pas comprendre ça tout de suite. Et bien ce traumatisme-là, ça crée une défaillance qui va devoir attendre une année pour pouvoir se combler. Comme ça, ils expliquent. D'accord? Ça veut dire que le côté nekeva, c'est de comprendre sa nature. Ce qu'un homme ne comprend pas. Il est zachar, zecher. Il sait qu'il est quelque chose, mais sans comprendre qu'il peut y avoir un problème, une défaillance chez l'homme. Ça va? Et donc il ne comprend pas. Et ce traumatisme-là crée un décalage. Ça, c'est ce qu'expliquent les psychanalystes. Mais quelque part, ça veut dire aussi qu'une femme connaît sa nature. Elle est nekeva, c'est-à-dire qu'elle sait ce qui lui manque et elle sait ce qu'elle doit combler. Et ça amène à avoir des solutions tout de suite concrètes. Ça amène à avoir, comment vous dire, une maturité qui fait que je n'ai pas le souci du futur parce que je sais ce que je suis. C'est ça, nekeva. Mais ça veut dire aussi qu'une femme est née, par exemple, une femme, vous savez que les femmes, elles ont moins de mitzvot que des hommes. Ça veut dire qu'elles sont plus nulles que des hommes. Non, je rigole. C'est pourquoi elles ont moins de mitzvot. Pourquoi elles ont moins de mitzvot, les femmes? Parce qu'elles sont plus proches de Dieu. Mais pourquoi moins de mitzvot? Il faut moins faire que des hommes. Parce que déjà, elles ont une grosse charge. Comment? Elles ont moins besoin de se partager. Très ça, c'est comme ça, oui. Ça veut dire que la mitzvah est marquée dans le Midrash, l'onitna Torah, la Torah n'a été donnée, et là les tsaref et tabériot, pour affiner la personne. Donc plus je donne, plus j'ai besoin d'affiner. Et moins je donne de mitzvot, moins j'ai besoin d'affiner. Donc une femme, elle a déjà, c'est un produit un peu fini déjà, comme c'est un produit fini, donc on a besoin de donner, moins besoin de donner à faire pour pouvoir se combler. Vous avez compris, c'est ça, Nekeva. Ça peut expliquer la maturité. Puisqu'elle est plus mature de nature, on a moins besoin de lui proposer des choses à faire puisqu'elle est déjà mature. Vous avez compris? Alors que l'homme qui n'est pas, on lui propose des choses qu'il n'a pas, qu'il a besoin de faire ou d'agir pour se parfaire. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a une partie. Donc ça, il faut reconnaître qu'une femme est plus mature qu'un homme. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'adresse à la femme dans la Torah ici. On s'adresse à elle directement parce que c'est elle la première concernée. C'est ça qui est marqué. Vatomer les Bet Yaakov. Tu diras aux femmes. Ça, c'est la partie, on va dire la partie de la maturité de la femme. Ensuite, on a dit que pour qu'elle se sente concernée. Ça veut dire concernée, ça veut dire que la femme, elle va devoir encourager ses enfants à étudier la Torah, elle va donner du goût, elle va donner envie. Ouais. Et c'est ça qui a justifié le fait qu'Hachem s'adresse aux femmes au départ. C'est elle qui est... Ouais. Donc on est dans l'encouragement. On est dans le compliment. On a parlé de ça dans les cours, oui. Qu'est-ce que vous préférez entendre? Quelque chose qui vous fait plaisir ou qui vous fait pas plaisir? Quand on complimente la personne, ça fait plaisir, ça va. Mais quand on fait des reproches en permanence, parce qu'on veut que la personne évolue, on est toujours dans l'agressivité du jugement. Oui, vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il faut dire dans ce langage, mais surtout dans cet ordre. D'abord, agréable. Après, tu diras ce qui est dur. Si par exemple, je vous dis, vous savez, la Torah, c'est catastrophique. Il faut étudier, il faut faire attention. Et que même quand vous faites des mitzvot, on vous juge. Et quand vous faites des avérotes, on vous condamne. Hein? Mais bon, vous avez le Gan Eden, hein? Ça va, ça vous fait plaisir ou pas? Bon, dans cet endroit-là, ça ne me fait pas plaisir. Mais si je vous dis que vous avez la chance d'être juive, que vous avez la capacité à ce que la vie, elle se dirige vers vous dans le bon sens, ça veut dire que c'est vous qui orientez le sens de la vie du monde, c'est fantastique.
Je dis, mais c'est beau, ça vous plaît ou pas? Ouais, mais pour y arriver, il va falloir faire attention. Je dis, ah ben oui, mais avec ce que j'ai à gagner, Vadaï, que je vais faire attention. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. On s'adresse aux femmes et après aux hommes. Ça veut dire qu'on s'adresse à la partie émotionnelle de la personne, comme si je m'adressais à une femme. Quand on enseigne la Torah, il faut savoir qu'il faut que ça fasse plaisir d'abord. Et maintenant que ça me fait plaisir, alors je veux même faire tous les efforts possibles, imaginables, pour arriver à ce plaisir. Mais la difficulté, comment vous dire, la difficulté, eh ben je le comprends. Que si c'est engageant, que si c'est plaisant, ben, ça a un prix. Je comprends, vous comprenez? Mais l'inverse, je comprends pas. Que tu me dis, oui, d'abord, tu vois combien ça va te coûter. Après, je dirais, mais tu verras, au bout, ça va être plaisant. Hein. Ça donne pas envie. Il faut que ce soit dans cet ordre-là, dans ce langage. Toujours. C'est-à-dire que dans ma vie de couple, autant qu'avec mes enfants, il faut que ce soit agréable. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire, on a du mal à faire. Comme je vous ai souvent dit, on sait ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Moi, je dis à mes enfants, habillez-vous bien, faites attention à vos vêtements, mange ton goûter, ne donne pas ton goûter. Si je t'ai fait un gâteau, c'est pas pour donner aux autres. Et je dis, voilà, je dis ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je vais t'expliquer tous les intérêts de la Torah. Tout ce qu'il ne faut pas faire, je vais te le dire. Mais c'est pas épanouissant de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, ok, j'ai compris, donc ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas dire, ça, je ne peux pas regarder, ça, je ne peux pas faire. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Vous avez compris le problème? On sait tout, on est des champions du monde de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas pour obstacle, ça. Vous avez compris? Alors d'abord apporte ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est la frontière et la limite de ce que tu ne peux pas faire ou tu ne peux pas être. Mais je ne veux pas toute ta journée te dire voilà ce qu'il ne faut pas être ou voilà ce qu'il ne faut pas faire. Toute la journée. Non. Il faut que je t'apprenne à te dire voilà, la direction de ta vie c'est celle-là. Et tu verras que c'est ça qu'il faut et tu vas t'épanouir dedans. Mais bien entendu, fais attention, il y a des murs, il y a des peintures. Voilà, et il faut faire attention. Mais ce que je te demande de faire attention, c'est plus aléatoire, entre guillemets, que ce que tu dois être dans ta vie. Vous comprenez? Je peux dire à mes enfants, ne faites pas de la shonara. Et arrêtez de regarder les gens comme ça. Et arrête de parler du mal des gens. Je peux faire comme ça. Ou je peux dire, tu vois comme sa personne elle est bien. Tu vois comme il est bon d'être comment dire, partenaire du bonheur des autres. Quand quelqu'un il est partenaire du bonheur, est-ce qu'il va dire du mal? Non. Mais non. Automatiquement, si tu penses le bien, tu as honte de dire du mal. Je n'ai pas besoin d'enseigner le mal. J'ai besoin de faire vivre le bien. Et automatiquement, les gens seront gênés à dire du mal. Si je suis proche de quelqu'un, je vais avoir du mal à dire du mal de lui. Le problème, c'est que dans notre éducation ou dans notre culture, on nous a toujours appris à faire attention, à avoir peur de faire, de dire. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait toujours ça, voilà, on est toujours critique, on est toujours, on parle du mal tout le temps, sans être capable de penser le bien. Alors que ça peut être éducatif, ça peut être parce que par précaution, on a eu peur pour nos enfants, on leur a dit attention, on a toujours eu peur, ça va? Mais en vérité, il faut comprendre que c'est dans ce langage et dans cet ordre. Toujours se rappeler, dans ce langage, que ça soit agréable, parle, souris, fais. Tu vois, vous savez quoi? Vous avez une bonne copine à vous, ouais? Et vous lui mettez une claque de toute votre force dans son dos, et vous lui souriez, dites là, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais tu me claques comme ça, très dans le dos comme ça, comme ça. Dis alors, ça va? Mais vous souriez. La personne elle dit, ah, oui, ça va, très bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Mais si vous lui mettez une claque dans le dos, la même force, avec une tête insupportable, avec une grimace, elle va vous rendre une claque, évidemment, c'est comme ça. Le même coup, avec le plaisir de sourire, et le même coup avec la figure d'un cauchemar, une tête de mort. Dans cet ordre-là et dans ce langage. Vous avez compris? En vérité, quand elle m'a donné le coup dans le dos, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle ou quoi? Et quand j'ai vu son sourire, j'ai compris que c'était amical. Vous avez compris? Ce langage. Vous avez compris? Même si je parle de choses dures, mais je mets le langage, et ça passe. Et quand je ne mets pas dans le bon ordre, c'est insupportable. Vous avez compris? C'est psychologique, c'est comme ça. Ça veut dire que dans ce langage et dans cet ordre, il faut tout le temps que ce soit plaisant. Toujours essayer de réfléchir. C'est contre nature ce que je vous dis, parce qu'on n'est pas habitué à vivre comme ça. On n'est pas habitué à faire des louanges, des compliments, des machins. On a toujours peur pour soi, toujours peur pour les autres. Et on vit dans la peur. Et cette peur, en fait, elle engage quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre. Mais je le fais parce que j'ai peur, par précaution, parce que, vous avez compris, on prend pas des risques dans la vie. Et comme on a peur, alors on parle toujours de ce qui nous fait peur. Alors qu'en vérité, on devrait dépasser la peur. C'est quoi la peur? C'est le plaisir. Le plaisir, comment dire, de sentir que c'est agréable.
et de sentir que ça nous apporte que du bien, mais ça, il faut avoir du recul, il faut savoir où on va. Vous comprenez? Comme dans un couple au départ, il faut que ça soit agréable dans le sens où, quand on se marie, on doit avoir des objectifs communs. Qu'est-ce qu'on veut faire de son couple? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants? C'est quoi qu'on veut faire? Et maintenant qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, on est heureux. On est heureux de savoir que si on arrive à atteindre ce but-là, on sera des gens heureux, on sera des gens équilibrés, on aura du bon sens, on aura des enfants équilibrés. C'est ça qu'on veut? Donc agréable. Maintenant, ça va pas être ça facile d'arriver à ça. Mais on sait qu'il y a des embûches, on sait qu'ils ne vont pas forcément suivre. Mais je sais où je vais et je sais quelle direction je dois donner à ma vie. Quand on a une réflexion qui est commune au départ, c'est ça la base de notre construction personnelle. Ah, bien sûr, c'est pas facile. Mais je sais que ce que je vais atteindre, ça va pas être facile, mais je sais ce que je vais atteindre. Et la difficulté de l'atteindre, eh ben, ça va passer plus, ça va être plus facile. Et même l'inverse. Si c'est pas dur, des fois c'est pas agréable. L'inverse. Je sais que j'ai un but à atteindre dans ma vie, je sais que c'est dur, mais si je vois que c'est facile, je dirais, bon ben, comme si on m'avait, comme de l'argent gagné avec difficulté et de l'argent qu'on m'a donné. Bon, ben, j'ai reçu l'argent, papa il m'a donné 100 euros, et quand j'ai trimé pour l'avoir, je sais ce que vaut l'argent, je sais ce que ça vaut de faire des efforts. Et c'est cet effort-là qui a donné la valeur à la chose. Des fois c'est dur, mais les durs ça amène du plaisir. Et quand c'est facile, ben, ça n'a pas... Comme si que la difficulté d'appréhension, elle avait permis d'accéder à quelque chose que si on avait eu gratuitement, on n'aurait pas eu la même sensation. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que c'est très important de mettre en avant l'objectif plaisant. Que ça soit plaisant. Tu dis, comme c'est qu'on devait cultiver dans sa vie, ce qu'on ne fait pas, le plaisir du résultat d'un effort. Le plaisir du résultat d'un effort. Tu as travaillé, tu as réussi, tu as gagné, tu es content ou pas? Mais ça, c'est le produit de ton effort. Si tu n'as rien fait à l'école, tu as eu une mauvaise note, mais si tu n'as rien fait et tu as une bonne note, tu ne vois pas le plaisir d'avoir eu... Parce que c'était facile. Mais quand tu as trimé, tu as eu un 1 sur 20 à l'école, tu es content. Mais oui, mais tu vois que c'est le produit du résultat d'un effort. Cette satisfaction, il faut la cristalliser. Et après, il faut être en recherche permanente du plaisir que nous a procuré le plaisir de l'effort. Ce que nous, on ne fait pas. En général, on dit non, moi je fais, mais je me porte. Vous avez compris? Parce que quand il faut faire des efforts, c'est dur, le machin, laisse tomber, j'ai pas envie. Mais c'est parce que j'ai pas de plaisir au résultat d'un effort. Kalachonazé, kassédérasé. Dans ce langage et dans cet ordre. Si quelqu'un, un enfant, par exemple, il n'arrive pas à l'école, oui, vous dites, attends, franchement, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas assidu, parce qu'il croit que l'école c'est une salle de jeu, parce qu'il croit qu'il faut faire le clown, parce qu'en fait il n'a pas révisé, en fait il a dormi tard, en fait, etc., etc. Ok? Maintenant je sais ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je sais exactement là où ça va pas, donc on va être plus assidu. Je vais lui donner envie d'être à l'école, ouais, de lui faire comprendre le sens de l'école. À quoi ça sert d'être à l'école? Lui, il croyait que là-bas, on est là, ben, c'est une salle de jeu, on s'amuse à la maison, on s'amuse à l'école. Donc on prend les crayons, on jette sur les profs, on fait les clowns, des idiots, etc. Voilà, c'est ça l'école. Je dis, non, t'as pas compris, c'est pas ça une école. D'accord? C'est pas ça l'école. Et à part ça, est-ce qu'il a accepté le sens de ce qu'il est, c'est-à-dire un étudiant? Est-ce qu'il a accepté d'être un étudiant? Pas forcément. Donc, un, il n'a pas accepté d'être un étudiant. Deux, il n'a pas compris le sens de l'école. Donc, je vais essayer de réorganiser ça. Ça veut dire que je vais lui donner envie d'être là. Le vrai professeur, c'est celui qui donne envie d'étudier. C'est pas celui qui apprend la matière. Vous avez compris? C'est celui qui donne un sens aux choses. Le type, il est prof de maths. À quoi ça sert les mathématiques? Ça sert à rien. Il va dire, ça sert à rien. À quoi ça sert l'histoire? Ça sert à rien. Non, il faut lui donner envie de comprendre. Tu vois à quoi ça vient répondre, l'histoire? Ça vient répondre à ça. Ah oui, d'accord. Ça. Ah oui, j'ai envie de savoir. Donc j'ai donné envie. C'est agréable. Mais alors c'est agréable. Il va se casser la tête pour savoir. Il faut retenir, il faut apprendre des dates, il faut apprendre des machins. Mais je donne envie. Vous avez compris la différence? Dans cet ordre-là. Mais ça, c'est la femme qui donne envie. Vous avez compris? C'est la femme qui donne envie. C'est ça qui est marqué là-bas. L'envie de... Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie, mais c'est elle qui donne le désir. L'homme, il donne la rigueur. La femme, elle donne le plaisir. Elle s'associe... Elle est associée à quelque chose qui donne envie. Je vous ai dit déjà, quand une femme elle sort du travail, elle rentre chez elle. Et quand ton mari sort du travail, il rentre chez lui. Bon, mais quand vous demandez à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, ben, je rentre chez moi, attends, je suis fatigué. Il faut bien que je me repose, non, avec cette journée fatigante. Et quand vous demandez à sa femme, elle dit, mais moi, je rentre chez moi parce que j'ai mon mari qui m'attend, j'ai mes enfants, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ça. Deuxième journée. Deuxième journée. Mais pourquoi une femme, elle raisonne comme ça? Hein? Parce
que c'est elle qui est responsable de la logistique de la maison. Parce que la femme est née de l'homme. C'est fini, quoi. Parce que la femme est associée à quelque chose, à quelqu'un. Parce que la femme est associée à quelqu'un. Elle le sait. Un homme, il est associé à quoi? À la terre. Il est né de la terre. Donc il dit, ben moi, je suis associé à la terre. Ça veut dire à quoi? Au canapé. Donc quand il rentre, il faut que vous sachiez que votre mari est associé au canapé. Donc quand vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne voit pas qu'il y a du travail, il ne voit pas que je suis occupé, il ne voit pas qu'il faut qu'il arrive à s'associer à ma tâche. Et on s'énerve. En fait, on s'énerve, mais on n'a pas compris la nature masculine. Lui, il disait, mais moi je suis là, attendez, avec ma journée, je suis comme si que femme n'était pas fatiguée. Non. On n'est pas dans la même logique. Vous avez compris? Donc ça, il faut que vous sachiez, mais pourquoi? Parce que la nature n'est pas la même. C'est ça que je vous explique. Cette forme de maturité féminine, elle vient du fait que je sais que je suis associé à quelque chose. Ben, à mon mari, voilà, je suis né de mon mari. Cette notion associative, elle est là. Maintenant, comment ça se répercute? Ben oui, tout de suite associé aux éléments présents. Ça explique la maturité, ça explique le désir. J'ai envie de faire plaisir à mon mari, j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, donc je viens, je fais... Et après, comment vous faites à manger? Ben, c'est aussi pareil. Ça se voit comment ça se voit si vous avez eu du plaisir ou pas, ça se voit dans l'assiette. Ah ben oui, c'est bien fait ou c'est vite fait. Hein, c'est bon, ou c'est vite fait, c'est bien fait ou c'est vite fait. Ben vous avez compris, c'est là que vous voyez. Mais ça se voit dans l'assiette, ça se voit tout de suite. Ah, j'ai pas le temps, voilà, fais ce que je peux. Mais donc j'ai pas de plaisir à le faire, ou j'ai du plaisir à le faire. Mais ça se voit tout de suite. Comment c'est proposé, comment c'est placé, comment c'est cuit, ça se voit. Tout de suite ça se voit. Et c'est ça qu'on voit. Mais la femme, elle apporte ce supplément d'âme. Supplément d'âme, parce que vous êtes né d'une personne qui avait une âme. Donc vous apportez ce sens-là. Et c'est ça le plaisir. Vous avez compris? Le fait de complimenter dans son couple, c'est plus important que tout. Il vaut mieux dire à son mari ou à sa femme, écoute, tu fais des choses de façon extraordinaire, ouais, je suis très heureux avec toi, ce qui est difficile à dire, mais c'est comme ça, il faut apprendre à les dire. Mais tiens, ça aurait été mieux si ça avait changé. Quand vous entendez ça, vous avez envie de changer. Dans cet ordre-là, évidemment. Mais de dire tout le temps, non, ça va pas. Bien sûr que je t'aime, bien sûr, mais t'as vu ce que tu fais, t'as vu ce qui se passe, t'as vu ce que tu me racontes, t'as vu ce que tu fabriques. Ah, ça n'en a pas envie, vous avez compris. Parce que c'est dans le mauvais ordre. On a dit les choses dures avant de dire les choses souples. Non, il faut parler aux femmes de cette manière. Mais c'est pas aux femmes simplement, c'est une manière d'expliquer un système. Donc avec tes amis, avec ton mari, c'est pareil. Avec tes enfants, c'est pareil. Tu dis, mais il y a marqué dans la Torah les femmes après les hommes. Non, il y a un langage féminin et un langage masculin. Mais si tu empruntes un langage masculin, tu mets dans le désordre, tu dis le dur avant le souple, avant le dur avant l'agréable, tu verras que ça ne marchera pas. Parce qu'on est vexé de se savoir être un enfant. Parce que ce langage dur, il ramène à l'idée que tu m'imposes. Je ne suis pas un enfant, vous comprenez ou pas? Voilà. Et c'est dans cet ordre-là, ça ne marche pas. Vatomer, vetaged. Vatomer, tu raconteras, vetaged, tu diras et tu raconteras. Mais vetaged, la sonne guidim, c'est dur. Vous avez compris? Non, il ne faut pas dans cet ordre. Même la Torah, il ne faut pas. Dans la vie, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut faire l'inverse. Il faut d'abord que ce soit agréable. Quand vous rentrez chez vous, le sourire. Ça va? Parce que c'est agréable. Et si vous avez quelque chose à dire, dans le sourire, c'est plus facile que de dire faire la tête. Parce que ça, moi, je suis pas malhonnête. Moi, je vous dis franchement, je suis pas content, je suis pas contente. Je viens, je fais la tête. Je rentre chez moi, je rentre la tête. Mon mari me voit, il me fait la tête. Ou ma femme, elle me fait. Ou comment vous dire, le mari rentre, il fait la tête. Ah, déjà, il y a une atmosphère pas agréable. Après, quand il va me dire, je m'attends à ce qu'il va me dire, tu vois. Mais s'il me dit, je suis très heureux, je dis, ah non, il y a un problème, pourquoi tu fais la tête? Vous avez compris? Parce que pourquoi? Parce que l'intériorité se voit sur le visage. Panim en hébreu, ça veut dire quoi, panim? Les visages. Et pnim, c'est les mêmes lettres. C'est marrant. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est heureuse se voit sur sa tête. Et une femme qui est malheureuse, ce qui est malheureux, c'est ce que je ressens, je le vois sur mon visage. Ça veut dire que le visage est le reflet de l'intériorité de la personne. Donc si vous montrez un sourire, ben, ça donne envie. Et même si après vous dites, bah tiens, mais je suis pas contente pour ça, ben elle m'a souri, elle m'a respecté, bien sûr que je la respecte. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe dans le casana quand il rentre, il s'appelle sur le canapé, il voit sa femme qui est là, qui est débordée, et il ne réagit pas. Il veut dire, est-ce que pour lui, la femme, pour lui, c'est son travail, c'est normal? Non, c'est pas normal. Ou bien, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme? Alors c'est ça que j'ai expliqué. Ce qui se passe dans sa tête, c'est pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il est. Écoute, attendez, une minute. Vous savez que la nature masculine elle est comme ça. Ça vous choque ou pas? Non, enfin ça me choque.
Non, je me pose la question. Attends, répondez-moi, je vous pose une question. Ça vous choque ou pas? La nature. Il vient, monsieur, il s'assoit. Non, mais ça peut être. Ah. Il réagit quand même un petit peu. 2 minutes. Ça vous choque ou pas? Très bien. Donc c'est logique ou pas? Nature. Très bien. Vous savez, donc maintenant, vous dites, mais donc votre question, mais comment ça se fait? Elle est réglée. C'est comme ça. D'accord, c'est Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour le sentir, pour l'associer à vos difficultés? Manifestement, il ne s'associe pas. Par contre, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as rien demandé. Il faut lui dire. demander, il dit, bon, mais moi je suis fatiguée, voilà, je suis comme ça, je suis fatiguée, il ne faut pas me déranger. J'ai compris. Alors, j'ai compris. Donc maintenant, il faut mettre comme ça. En équilibre, l'équilibre, c'est, t'as un plateau, tu es fatigué, je comprends. D'un autre côté, je suis malheureuse. T'as fatigue, mais je suis malheureuse. Ta femme, elle est malheureuse. Parce qu'elle fait tout, elle est fatiguée, et elle voit que tu t'associes pas aux tâches de la maison, ça la rend malade. Ta fatigue, ton corps contre ta raison. Qu'est-ce que tu choisis? Tu mets ton corps, ta fatigue, la fatigue, et ta femme en face. Tu mets qui est plus lourd dans ta conscience? Hein? Mais il pense qu'il est logique comme vous, votre mari. Hein. Les hommes sont logiques comme les femmes. Seulement la priorité de la logique. Ben lui, au départ, il pense à lui. Mais c'est contre lui, en fait, parce que c'est sa nature. Vous avez compris? C'est comme de dire, il y a une nature d'enfants, des garçons et des filles. Ça va? Eh ben les garçons, ils jouent pas à la marelle et aux poupées. Je dis, mais pourquoi ils jouent pas à la poupée avec moi? J'ai pas compris, on joue à la poupée, mais prends le biberon, mais lui, il a envie de courir, lui, il a envie de gagner, il a envie d'être plus fort. Je dis, bah non, mais c'est pas normal, je comprends pas, il coiffe pas les cheveux des poupées, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a, le garçon, là. Mais c'est sa nature. Voilà. Donc, il y a une logique naturelle de la nature masculine. Ça va? Donc, quand votre mari il arrive, il s'assoit sur un canapé, il dit, sois tranquille, attends, je me repose d'abord. On respecte la nature. Je dis, ok, t'as pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'on soit ensemble. J'ai besoin que tu t'associes à moi. En vérité, j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de savoir que j'existe pour toi. Aussi. Ça va? Et donc, il faut qu'il arrive à comprendre cette notion-là. Qu'après qu'il soit reposé, automatiquement, il doit s'associer. Ou bien, de sentir qu'un homme, il doit apprendre à s'associer avec les autres. C'est sa femme qui va lui apprendre à vivre comme ça. Donc, plus il va commencer à rentrer dans cette logique, plus il va rentrer et tout de suite, il va s'investir. Vous avez compris? Comme si devenir féminin, c'est quoi devenir féminin? C'est pas de mettre une perruque. Ouais. C'est de sentir comme le féminin. D'être associé comme le féminin. Comme le féminin. C'est ça que ça veut dire. Donc j'apprends à devenir féminin, ça veut dire que j'apprends à avoir les qualités d'une femme. Ça veut dire d'être associé, d'être plus empathique, d'être plus sociable, d'être plus averti, d'être plus mature. C'est ça que j'apprends. Vous avez compris? Mais ça, à devenir. Ça, c'est peut-être au début. Comment? Ça, c'est peut-être au début. À la fin, c'est à la fin. Les enfants sont grands, il s'est habitué. Parce que ça ne s'est jamais fait, madame. C'est ça le problème. Jamais ça s'est fait. Donc le problème, toute la journée, toute sa vie va être comme ça. Il l'a pas fait, il l'a pas compris, il l'a pas fait, il l'a pas étudié, il n'a pas, comment on va dire, il n'a pas réfléchi à quoi ça sert de se marier, à quoi ça sert d'avoir une femme en face de soi. Il n'a jamais réfléchi. Alors évidemment, il va rentrer comme nature, la nature. Comment la nature, elle arrive au galop, c'est comme ça. Donc tant qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de remise en question. Il vit sa nature, c'est comme ça. Il ne faut pas vous étonner, c'est comme ça. Et il va vous dire, attendez, mais moi tu me demandes, je le fais, mais tu m'as rien dit. Des fois j'ai besoin de te dire, tu vois pas, tu ouvres les yeux. Mais non, parce que de nature, il ne peut pas ouvrir les yeux. Vous avez compris? Donc il faut lui apprendre. Mais si vous dites, attends, mais tu vois pas que je suis occupé, je suis en train de ranger le linge et tu vois pas, et toi ton ordinateur, tu t'amuses avec aux jeux de société là. Tu vois pas comment j'ai besoin de toi? Il ne peut pas le voir parce que de s'amuser, c'est un repos. Donc quand vous le savez, vous dites, écoute, quand tu auras fini, j'ai besoin de toi. Après, vous arrivez en lui expliquant que vous êtes heureuse de vivre avec lui, vous dites, mais j'aurais tellement été plus heureuse si tu sentais ce que je ressens. Et au fur et à mesure, lui, ça va lui donner envie de ressentir et dire, mais qu'est-ce que tu as besoin? Et il va comprendre ce que vous avez besoin. Et tout de suite, quand il a besoin, il a compris. Comme si qu'il devenait Nekeva. Comme s'il y avait un orifice qui allait se créer chez lui qui va être comblé parce qu'il a envie de rendre heureux sa femme. Vous avez compris ce qui va se passer? Et donc donc quand il va rentrer, il va pas s'amuser. Il va faire, il va tout de suite d'abord savoir que vous avez besoin de lui. Et après quand il saura, il va automatiquement le faire. Mais est-ce que ce changement peut se faire même après 20 ans de mariage? Oui, parce que c'est une logique. Encore une fois, il y a une. Vous avez raison, ça va être plus dur, c'est sûr. Mais après, il faut comprendre que comme ça, si ça peut vous rendre heureuse,
Alors il faut qu'ils le comprennent dans ce sens. Pas de se rendre heureux, mais de rendre heureux. C'est autre chose. Il y a une autre façon de réfléchir. Mais après, alors c'est contre nature, parce qu'une nature de 20 ans à rien faire, c'est sûr que c'est dur à éliminer. Ouais. Alors il faut donner à boire. Buvez. D'accord, pas du scotch, hein, mais de l'eau. Mais vous avez compris, c'est ça. Donc c'est la nature. Il faut récupérer ce cédère-là, cet ordre-là et ce langage. Donc ça, c'est de donner envie. Le donner envie, c'est toujours plus important. On s'adresse aux femmes et après aux hommes. Mais c'est comme ça que la Torah se cultive, la connaissance se cultive, comment vous dire, la vie se cultive. C'est ça la Torah. Oui, c'est ça la Torah. Dans cet ordre, etc. On a dit qu'on a parlé donc, de la maturité féminine, ouais, donc il faut atteindre un niveau de maturité, c'est la femme. On doit atteindre le désir, c'est pour ça qu'on s'adresse à elle. Après, il y a la culpabilité. Ça veut dire qu'on s'est adressé à l'homme dans la création du monde, mais pas à la femme. On n'a pas été dire à la femme, écoute, il ne faut pas que tu manges de cet arbre-là. Ouais. Vous croyez qu'Hachem il a fait exprès ou pas? Hein? Sûrement. Oui, non. Très bien. Ça veut dire que, comme c'est que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem il s'est adressé à l'homme, et là tout à coup il s'adresse à la femme? Matin Torah à la femme, c'est bizarre. Ça a été pensé ou pas? Oui, je l'ai vu un peu sur ça. Oui. Parce qu'il y avait justement, ça s'est mal passé en s'adressant à l'homme. C'est ce qu'on a dit au début du cours. Très bien. Parce que quoi, ça s'est mal passé? Ça veut dire que... Il y a eu un échec, c'est que la femme a fait fauter l'homme. Chazak ou Baruch. Ça a été... Est-ce que c'est provocateur de quelque chose, ça? La femme est plus obéie. Oui, que la femme arrive à faire obéir, à faire entendre son mari. Non. Déjà comme ça. On s'est adressé... Hachem, il s'adresse à l'homme. Il dit, écoute, voilà, tu peux manger de tous les arbres, mais cet arbre-là, tu touches pas. Et Sadara, Tovara, l'arbre de la connaissance du bien-être, tu touches pas. Mais la femme, elle n'a pas entendu ce message. Ok. Qu'est-ce que ça a entraîné chez elle? Qu'est-ce que ça a entraîné chez elle? Désobéissance. Ou elle avait moins grave. Bah, c'est interdit, mais c'est moins grave. Oui, on l'a pas dit à moi. Parce qu'on ne sait pas t'adresser à moi. Et là, on s'adresse à toi. Voilà, je dis, va Tomer. Tout de suite, va Tomer à la femme. Pourquoi? Pour dire que tu es égal à ton mari à ce niveau-là. Elle pensait qu'elle était secondaire. Elle a été créée après. Elle a été créée après, et que c'est à partir de l'homme. Elle n'a pas d'essence personnelle, comme si elle n'avait pas... C'est une forme de négligence. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle est secondaire, qu'elle est négligée par rapport à l'homme. Elle se sent à l'ombre de quelque chose. On dit pas du tout, Chazvé Shalom. On te met devant. Matin Torah, on te parle à toi au départ. Ça veut dire qu'on veut mettre l'égalité entre l'homme et la femme. Vous avez compris? Moi, je croyais que j'étais à l'ombre de mon mari, j'étais créé après. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est inconscient. C'est ça que la Torah voulait dire. Vous comprenez? Chez une femme, c'est inconscient. Hachem dit non, je m'adresse à toi, va Tomer, les Beth Yaakov. Tu t'adresses à la femme au départ, et après tu t'adresseras aux hommes. Pour dire, vous avez autant d'importance à mes yeux que les hommes. Ça va? Mais ce décalage, il a été volontaire. Je pense. Parce que de nature, c'est ça, la nature. Vous comprenez? Hachem, il a créé ça, pour dire que, comme si qu'il y avait un Yetzerara de se culpabiliser d'être de seconde. Et ça amène à une négligence personnelle. De toute façon, même si ce que je sais, c'est pas grave, de toute façon, Hachem, il m'a même pas parlé. Mais en vérité, c'est une forme de... Je pense, ce que je vous dis, c'est entre nous. Vous commencez pas... Bon. C'est d'expliquer que cette négligence, c'est le sentiment féminin. Comme si que... De toute façon, c'est pas grave. Il s'est pas adressé à moi, comme si que j'étais à l'ombre de quelque chose. J'étais pas vraiment concerné par la chose. Et ça mène à la négligence, ça mène à un refus de s'engager. Ça peut amener à dire, de toute façon, ce que je fais, on n'en tient pas compte. Ce que je fais, on n'en tient pas compte. Vous comprenez? Je dis pas du tout, Chazvé Shalom, va Tomer. On te dit non, on s'adresse à toi directement, pour dire relever ce niveau-là, et dire non, au contraire, tu as une importance fondamentale pour Hachem. Oui? Donc on est dans une autre notion maintenant, pas de l'ordre des choses, etc., de sentiments, mais de dire, on donne une valeur là où on pensait qu'il y avait une forme de négligence personnelle. Donc c'est aussi important ça. Mais ça fait partie de l'essence féminine. Mais vous pourrez trouver ce même mécanisme chez les hommes. Il y a des gens qui disent, mais de toute façon, moi, comme par exemple dans l'ordre des enfants, il y a l'aîné, le second, le troisième, le quatrième. De toute façon, le quatrième, troisième, il dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on est, d'abord, on s'occupe des grands, après, on s'occupe de nous. Cette négligence, vous avez compris? C'est-à-dire que, de toute façon, je suis que le troisième. De toute façon, mon père, il s'adresse, ou maman, elle s'occupe que du petit dernier, mais moi, vous savez, on s'occupe pas de moi. Mais c'est-à-dire que c'est un ressenti. Oui. Alors vous dites, ton mère, non, je dis, tu as autant d'importance que ton troisième ou quatrième frère, vous avez compris? Il faut relever ça. C'est très important que la personne, elle se sent un peu marginalisée. Vous comprenez? Un peu, c'est ça. Ce côté marginal de la femme ici, parce qu'elle n'a pas été créée au départ. Un couple, on n'a pas créé un couple au départ. On a créé un homme et après on a créé la femme. On a créé en second. Vous comprenez? Alors c'est très important que non, il faut remettre en place
Parce que ce traumatisme-là, il peut avoir des conséquences dans la vie. Parce qu'elle a fauté. Vous avez compris? Elle a plongé d'être Sanahat, et puis c'était agréable, c'était beau à voir. De toute façon, ce que je fais, c'est pas grave. Alors je suis tenté. Parce qu'il n'y a pas. Le Yetzeratov, c'est une considération des choses. Quand j'ai une émotion ou une connaissance, alors je peux me battre contre mon Yetzerat qui me dit fais l'inverse. Mais si j'ai pas cette considération, cette importance, cette relativité, ouais. Comme vous voyez, par exemple, ce que je vous dis, c'est mais qu'est-ce que je vaux finalement? Vous comprenez? Si j'ai pas beaucoup d'estime de moi, alors de toute façon, je m'en fous. Vous avez compris? Je m'en fiche, c'est pas grave. Quand vous voyez, par exemple, on se moque des jeunes aujourd'hui parce qu'on leur fait porter des vêtements, des haillons carrément, quoi, des vêtements déchirés, des jeans troués, des machins. En fait, et le type, il est fier, et s'il n'est pas troué, il ne le met pas, vous comprenez? C'est comme ça. On dit, mais tu sais ce que c'est? T'es un clochard. Voilà, c'est un clochard, voilà. C'est incroyable. On dit, t'es un clochard, il est content, tu vois. Et si tu avais fait la mode, genre, t'es super classe et machin, les gens, ils auraient été classe. Mais non, on a fait l'inverse. Pourquoi? Pour montrer combien la force de la mode a d'incidence sur la personne. Et si tu mets pas ton jean troué, je te parle pas. C'est-à-dire que tu deviens un type, t'es pas normal. Mais c'est marrant parce qu'on est dans la négligence de soi. Je vous ai dit déjà, que même les accidents en voiture, les accidents mortels en voiture, ils sont dans la tranche 18-25 ans. Après, il y a moins d'accidents mortels. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce que la vitesse, le plaisir de la vitesse est même plus fort que quoi? La sécurité. Que la valeur de sa vie. Lui, il a moins d'importance que le plaisir que lui procure la vitesse. Quelqu'un qui a une importance, il sait qu'il est important dans sa vie, il sait qu'il a un rôle, il sait qu'il a... Eh ben, il fait attention parce que je ne vais pas risquer ma vie pour la vitesse. Je ne vais pas risquer ce que je suis pour la vitesse. Mais un jeune, il va foncer. Pourquoi? Parce que sa vie n'a pas d'importance. La négligence, il est secondaire. Vous avez compris? Il n'a pas de poids. Tu dis, mais maintenant je suis marié, j'ai des enfants, etc. Ma vie, elle a un poids. Donc quand je roule, je fais attention parce que j'ai des enfants, je suis responsable. Mais cette responsabilité, elle vient d'abord de l'importance que je revêt de moi-même. Il faut apprendre aux gens à dire, mais tu es chachouv. Je vous ai dit dans les cours souvent qu'Hachem, il a créé un homme tout seul dans toute la planète, mais tout seul dans l'univers. Tout seul dans l'univers. Il vaut rien l'homme dans l'univers. Mais non, si Valérien, je leur ai dit, écoute, allez, tiens, voilà, acheter un petit verre d'eau et un petit gâteau. Allez, vas-y, voilà ce que j'ai créé pour toi, débrouille-toi avec. Non, il a créé tout l'univers. Des milliards d'étoiles, des dizaines de milliards d'étoiles, un espace énormissime. Pourquoi faire? Pour dire, tu sais quoi, c'est toi qui vas diriger le monde. Tu vas compris, mais qu'est-ce que je suis moi là-dedans, moi? Mais tu comprends? Remonte ton estime. C'est ça qu'Hachem a créé. Pourquoi il a créé un homme tout seul? Pour dire, mais c'est ça que tu vaux, mon vieux. Tu vaux rien, mais non, tu vaux pas rien. Tu n'es pas un numéro. Vous avez compris? Quand Hachem dit Bereshit bara Elokim et Hachem et Aretz, Bereshit, au commencement, la pensée qu'Hachem il a eue de créer le monde, c'est n'était qu'à la condition que les Juifs existent et la Torah existe. Bereshit, parce que c'est pour ça que j'ai créé le monde. Bereshit, pour le Réchit. Réchit Darko, Réchit Tevoato. Réchit Darko, c'est la Torah. Réchit Tevoato, c'est le Clan Israël. C'est que pour ça. Donc c'est-à-dire que c'est le but essentiel. Et comme on est juif, donc le but c'était pour vous. Non, pour vous d'abord. Après, pour vous. Tout ça pour vous. Ah bon? Ouais, pour vous. Donc vous. Attends, je suis quand même. Hein? On est le Bechor d'Hachem. Oui, mais ça veut dire Anochi Hachem, Elokecha ou Elokechem? Pourquoi? Pourquoi ton Dieu? Vous imaginez qu'il vous téléphone Hachem? Allô? Bonjour madame. Anochi Hachem Elokecha. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Ben, ça donne de l'importance quand même, non? D'abord qu'il s'adresse à moi. Et il s'adresse à moi, pas à nous. Il s'adresse à moi. C'est énorme. Ça donne de l'importance. Parce que vous étiez convoqué chez le directeur. J'ai voilà, j'ai quelque chose à faire, voilà, tu es responsable de ta classe. Et c'est toi que j'appelle dans mon bureau. Vous avez compris? Mais c'est ça que ça se passe, c'est Hachem Lokera. Il n'a pas dit Hachem, comme le directeur, il va dire, écoute, tu es mon responsable de ta classe. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il dit, je suis ton Dieu, je suis ton directeur. C'est autre chose, hein? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est chachouv, on est important. Cette importance-là, elle doit articuler nos vies. C'est parce qu'on vaut rien qu'on fait n'importe quoi de sa vie.
Parce que c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Ce sentiment féminin, c'est ce sentiment qu'il faut abolir. C'est-à-dire que le fait que la femme ait été créée en deuxième, ça crée ce sentiment-là. Mais il est autant chez les hommes que chez les femmes, c'est pareil. D'être second, d'être secondaire, de ne pas être importante, de savoir que ce que je fais de toute façon, ça n'a pas d'incidence. Une négligence de soi. Vous avez compris? C'est ça. La Gemara dans Jvuot, elle dit là-bas que si quelqu'un, par exemple, c'était à l'époque de la Gemara, si quelqu'un il mangeait dans la rue, mangeait en marchant, il mange des sandwichs, il ne peut pas être témoin. Il n'est pas cachère pour être un témoin. Parce qu'il mange debout en marchant. Pourquoi? Chazak ou Baruch. Et s'il ne se respecte pas, qu'est-ce que ça change? Le témoignage. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Hein? Il ne se respecte pas, il n'est pas crédible. Très très bien. Ça veut dire que maintenant, s'il ment, qu'est-ce que ça change? Il va mentir. On va lui dire, mais pourquoi t'as menti? Il me dit, de toute façon, puis alors? Voilà. Mais ça ne vient pas du mensonge. Le mensonge n'est que la conséquence d'une mauvaise considération de soi. Et si je mens, de toute façon, quand je mens, je dis, bah oui, mais les gens, ils vont pas me croire. Ou alors ils vont me dire, ah bah t'es pas crédible, je te fais plus confiance. Mais de toute façon, ça me change rien. Si ça me change, alors je vais pas mentir. Vous avez compris? Mais si ça me change rien, de toute façon, ça me change rien. De toute façon, que tu penses de moi que je suis un menteur ou pas, ça me change rien. Ça veut dire que parce que je ne considère pas que j'ai une valeur, que je peux mentir et ça ne changera pas ma vie. Mais c'est un problème de considération de soi. Quand vous dites à vos enfants, il faut pas mentir. Non, il faut dire d'abord que tu es très important à mes yeux. Et de trahir cette relation, c'est un mensonge. Je n'ai pas envie. Mais au départ, il faut apprendre aux gens à respecter ce qu'ils sont. Et comme je respecte ce que j'ai, et je respecte les autres, alors j'ai peur de trahir cette relation. Donc je ne vais pas mentir. Vous avez compris ça? C'est ça comme ça qu'il faut faire. Pas l'inverse, disant, attention, hein, faut mentir. Hein. Non, ah bon, d'accord, je mens pas. Mais pourquoi? C'est comme ça, faut pas mentir, c'est malhonnête, c'est pas bien. Hein? Ouais. En fait, par rapport à quand vous disiez tout à l'heure, la tolérance, ça passe d'abord par les femmes, on leur a donné un rôle à l'égal des Dans ce cas-là, c'est l'égal des hommes. En fait, c'est pas aussi parce que, quelque part, elles ont montré de quoi elles étaient capables pendant l'Égypte. C'est la quatrième raison. Ça, c'est la quatrième raison. Quelque part, elles étaient un partenaire à prendre en compte et que c'est une sorte de récompense, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est la quatrième raison. Razak. Ouais. Exactement. C'est marqué là-bas, c'est la quatrième raison que j'ai citée, c'est de dire Bisrout Sadkaniyot. Par le mérite des femmes justes, on est sorti d'Égypte. Alors, c'est quoi les femmes justes? On est sorti d'Égypte. Alors, il faut savoir que dans la fin de la paracha de Vayakel, oui, lorsque Hachem a demandé, à ce qu'on amène, voilà, à ce qu'on amène des objets pour pouvoir construire le Mishkan. Les femmes, elles ont apporté des miroirs. C'est quoi les miroirs? C'était des morceaux de cuivre, vous voyez, qui étaient reluisants, et elles se voyaient à travers le morceau de cuivre, elles se voyaient dedans en miroir, voilà. Et elles ont apporté ça. Quand Moshe Rabbeinu a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit l'objet du Yetzer Hara. Tu es belle, madame, elle se fait belle, ouais. C'est l'objet du Yetzer Hara, la séduction, c'est le Yetzer Hara. Il dit, oh, je vais prendre ça pour le Mishkan, pour Hachem, ça va pas ou quoi? Et donc ça lui a semblé impossible, donc il a refusé d'office d'accepter ce genre d'objet. Hachem dit non, celui-là, il est chaviv alay mikulam. Cet objet-là, il est plus cher à mes yeux que les autres. Pourquoi? Parce que quand les hommes revenaient du travail, étaient très affaiblis et accablés par le travail, les femmes, qu'elles faisaient? Elles avaient un rapport de séduction avec leur mari. Elles amenaient à manger, et disent c'est qui la plus belle? Et elles se regardaient dans le miroir avec son mari. Bon. Mais grâce à ça, ils ont pu avoir des enfants, et grâce à ça, on a créé des myriades de personnes. Sevaot, il est marqué Marot, Sevaot. C'est des marottes qui ont créé des armées. Et d'ici aujourd'hui, tu vois, les enfants du Klaïsraël qui sont présents, c'est grâce à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est plus précieux à mes yeux que n'importe quel objet. Pourquoi c'est plus précieux aux yeux d'Hachem? Parce que c'est pour la Kedusha qu'elle le faisait. Mais pourquoi? Pourquoi c'est plus précieux? Il a dit Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a dit mais ça c'est l'objet du Yetzer Hara. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec elles? Elles ont utilisé le mal pour... Alors il est où le mal? C'est ça qu'on attend d'Hachem. C'est ça qu'Hachem attend de nous. C'est ce que les femmes ont compris. C'est ça le zéchout. Parce que vous savez, je vous explique comme ça. Est-ce qu'on a du Yetzer Hara? Est-ce qu'on a du Yetzer Tov? Donc qu'est-ce que je fais moi toute ma vie? Je dis moi je refoule mon Yetzer Hara et je vais avec mon Yetzer Tov. Ça je fais toute ma vie ou pas? Oui, c'est un combat toujours. Oui, non? Donc on vit à moitié, mesdames. Je vis avec la moitié de moi. Hachem dit non, les femmes ont compris que même ton Yetzer Hara, tu peux l'utiliser pour le bien.
tu dois vivre entièrement. Tu vois, ton Israël t'attire vers quelque chose, utilise le plaisir dans le sens de procréer, dans le sens de créer avec quelque chose. Nous, on dit le désir, c'est dangereux, etc. Mais si tu mets ton désir au service de ta mitzvah, si tu mets le désir au service de quelque chose qui va construire ta vie, si tu n'as pas envie, tu peux avancer dans ta vie? Non. Mais si tu dis, ben moi, j'ai pas envie. Comme ça, au moins, je me protège, j'ai peur. J'ai compris, mais tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de plaisir. Le plaisir, c'est fondamental. Donc pourquoi tu n'orientes pas ton plaisir dans quelque chose qui t'amène à grandir? Ça, c'est ça les marot atzvoot. C'est ça le mérite des tzadkaniyot. Mais ça, c'est les femmes. Vous avez compris ça? Ça, c'est la quatrième dimension de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les femmes apportent le plaisir. Vous savez, il y a marqué dans la paracha de Lech Lecha. Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha me'artsecha. Lech Lecha. Pars pour toi. Est-ce que vous dites à votre mari le matin, écoute mon chéri, pars pour toi au travail. Pars pour toi. Et votre mari dit, bah, pars pour toi faire les courses. Parce que... Hein? Comment? Et revient les poches pleines. Voilà, les poches pleines, etc. Et comble-moi de bijoux et de... Bon. Mais non, est-ce qu'on dit pars pour toi? Ça n'a pas de sens. Mais vas-y, viens, on part. Mais pour toi, évidemment. Rachid expliquait, pars pour toi. Pour toi, c'est quoi? Les anatra. C'est quoi toi? C'est ton plaisir. Et les tovatra pour ton bien. Ton plaisir, c'est ton corps, le bien, c'est ta tête. Quand tu pars avec ta tête et ton corps, tu es toi. Mais si tu pars sans ta tête, c'est pas toi. Et si tu pars sans ton corps, c'est pas toi. C'est quoi le corps? C'est le plaisir. Anaa, c'est le plaisir. Par exemple, si vous faites un travail, vous dites c'est nécessaire. Parce que comment on va vivre sinon? C'est nécessaire. Mais j'ai pas de plaisir. Ça ne durera pas. Si vous dites c'est super plaisant, mais je pense que c'est pas très bien, ça ne durera pas. Il faut conjuguer les deux. Toujours. C'est ça les chas. Vous comprenez? Maintenant, qui c'est qui amène le plaisir? C'est la femme. La femme, elle a compris que ce que tu croyais être dangereux pour toi, finalement, ça s'inverse. Bizrout Sadkaniyot, on est sorti d'Égypte. Si elles n'avaient pas fait ça, ça aurait été l'extermination du clan d'Israël. C'est-à-dire que Paro, il aurait gagné. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que j'utilise le Yetzer, non pas contre moi, mais avec moi. Ça, c'est la chorma des femmes, ça. Et ça, c'est très important d'en parler parce que quand une femme, elle se fait belle, quand une femme, on pourrait croire que c'est pas bien. Mais pourquoi tu le fais? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il faut comprendre ça. Que j'utilise le Yetzer, les Tova. Alors que moi, en général, j'ai peur, et je me dis, attends, oh là là, ça sent mauvais, laisse tomber. On s'écarte de ce genre de situation, parce qu'on pense que c'est négatif, et que ça peut amener à des choses dangereuses dans sa vie. Donc on vit en vérité avec la moitié de soi-même. Je dis non, il faut pouvoir comprendre. Ce que je vous dis là ce soir, aujourd'hui, pardon, c'est, je pense que ce que Léa a apporté à Yaakov Avinu. Rachel et Léa, ce sont deux femmes différentes. La femme spirituelle, c'est pas Rachel, c'est Léa. Ça veut dire la femme qui va permettre à Yaakov de devenir Israël. Utilise le mal pour le bien. Ça veut dire, ne refuse pas de vivre le mal en pensant que c'est mal. Parce que la notion du mal, c'est une connotation négative, mais relative à ce que tu penses. C'est toi qui rends mal. Est-ce qu'Hachem, il peut créer quelque chose de mal? Non. Qui c'est qui a créé l'Yetzer? Pourtant, c'est Donc, est-ce que Dieu crée du mal? Non. Non. C'est la perception que tu en as qui est mal. C'est la limite que tu lui donnes qui est mal. Yetzer hara. Mais en vérité, tu peux comprendre que l'essence de ce qu'il est bonne. Seulement c'est toi qui la limite, c'est toi qui l'utilise mal. Vous avez compris ça? Mais ça, ce principe-là, il vient des femmes. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais. Que Bisrout, cette cagnotte, c'est Israël, parce qu'elles ont compris qu'au final, ce qui nous détruit, en fait, ce que moi je pense me détruire, en fait, peut me construire, et c'est c'est les femmes qui l'ont comprise. Et c'est ça qui a amené à ce que l'Israël a pu continuer à vivre. Ça veut dire utiliser le mal pour le bien. Ça va? Donc on a dit 4 notions aujourd'hui. On a dit la maturité, c'est les femmes. Ouais. 12 ans, bat mitzvah, 12 ans, pas 13 ans. D'accord? D'où vient la maturité? On en a parlé. D'où vient le fait qu'on se soit adressé à elle? C'est pour lui dire, écoute, je te donne envie parce que je te parle. Je te donne envie. La troisième chose, c'est de dire que je suis négligé parce que je suis en second. Hachem s'est adressé à mon mari et pas à moi. Je suis secondaire. Tu n'es pas secondaire. Va t'omer. On te parle à toi en départ. Donc c'est l'équilibre du couple. Et la quatrième chose, c'est Bisrout Sakaniot, que la femme a la capacité à transformer le mal en bien. Donc on s'inspire de ça. Va t'omer. C'est à elle qu'on s'adresse. D'accord? Elles avaient besoin de se qualifier pour acquérir cette égalité. Est-ce que si ça n'avait pas été comme ça en Égypte, elles auraient eu cette égalité? Mon idée, ça veut dire que, est-ce
qu'on arrive à aboutir à l'égalité seulement parce qu'on a prouvé qu'on était capable de recevoir cette égalité. Non, c'est que vous êtes. C'est ça qu'Hachem nous dévoile. Mais elles se sont prouvées. Elles ne sont pas prouvées, elles sont comme ça. Vous avez une nature, les femmes. Vous avez une nature. C'est ça. Vous avez une capacité. C'est ça qui est marqué. Utilisez ce que vous êtes. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Comme c'est que ça dormait, et que tout à coup, le fait qu'on est dans la difficulté, tout à coup, ça s'éveille. Et on sait utiliser ce qu'on a de potentiel. Mais c'est ça qu'Hachem il a dit. Donc, va Tomer. Hachem il s'adresse aux femmes pour dire, mais vous avez cette potentialité-là. C'est par ce route-là. C'est une forme de récompense que s'adressait à vous. Mais la récompense, c'est ce que vous êtes. Vous avez réussi quelque chose, alors va Tomer. Si aujourd'hui on est là, aujourd'hui devant l'Arsenal, c'est grâce à vous, mesdames. Alors va Tomer, Hachem s'adresse à vous au départ. C'est comme si c'était une manière de reconnaître la force que vous aviez et de vous récompenser de vous avoir parlé au départ. C'est ça que ça veut dire. Donc c'était en attente et en fait la situation... Mais vous avez compris qu'il n'y a pas de temps chez Hachem. Il n'y a pas de temps chez Hachem. Le Limud Torah, c'est d'apprendre des choses. J'apprends que j'ai cette potentialité. Je l'apprends d'ici. Donc utilisez-le. C'est ça que ça veut dire. Soyez ces femmes, c'est ça que ça veut dire. Va Tomer. Chazak. Merci beaucoup.